Bonjour, chers confrères. Nous sommes encore dans notre émission CNN. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un de nos barons en architecture. Il y a un peu plus de 40 ans, Pierre Goudiaby Atepa, un jeune architecte et ingénieur sénégalais, sortait du prestigieux Institut Polytechnique Rensselaer de New York avec mention magna cum laude, mention excellente. Il décida très vite de rentrer dans son pays pour offrir ses services en créant le cabinet Atepa qui se diversifiera très rapidement pour devenir le groupe Atepa. Le groupe Atepa développera donc toute une gamme d'activités, en commençant par l'architecture, notamment la conception et le design architectural de bâtiments publics, bâtiments officiels, sièges de grands monuments, écoles, universités, hôpitaux, hôtels et théâtres. Il demeure ainsi un vrai laboratoire de recherche, de création et de réalisation de grands projets qui font la fierté de l'Afrique. La signature du groupe Atepa est aujourd'hui visible dans de nombreux pays africains, avec entre autres les réalisations suivantes. BCEAO, siège en 1977 au Sénégal. BCEAO Ziguinchor au Sénégal. Le siège de la CEDEAO en 1988 à Lomé au Togo. L'aéroport international de Banjul en Gambie en 1995. La place de la nation de N'Djamena au Tchad en 2005, BCEAO Agence de Guinée-Bissau en 2007, la place du souvenir à Dakar au Sénégal en 2009, le monument de la Renaissance africaine à Dakar au Sénégal en 2010, la tour Angola, Luanda, projet en cours. Qui parle de Atepa ou Pierre Goudiaby, nous l'appelons effectivement Pierre. Je pense qu'on a la référence mondiale de l'architecture au Sénégal et en Afrique régionale. Ce que je veux dire aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir ce portrait parce qu'il a eu l'aimabilité de nous inviter pour parler avec nous, échanger. Et c'est une causerie qu'on va poser aujourd'hui. Donc, pour parler de Goudiaby, on n'a plus besoin de parler d'architecture parce que les preuves sont là, c'est matérialisé. Beaucoup d'architectes se disent architectes, mais n'ont pas eu la chance de produire ce que notre confrère a produit. Aujourd'hui, pour mesurer les architectes dans le monde, les gens disent combien de mètres carrés vous avez bâti. C'est ce qui se passe partout dans le monde en Europe. Et lui, je pense que si on lui pose la question combien de mètres carrés vous avez bâti, là on va se dire mais attention, essayez de reculer et bien posez-vous. Donc à chaque fois, on sait qu'on a un maître, il faut le dire. C'est pour ça qu'on nous appelle souvent maître, mais entre nous, on sait qui est le maître. Mon cher confrère, j'aimerais quand même vous laisser vous décrire en tant qu'architecte, et après on passera à ce que je peux dire la causerie entre architectes. Et voilà. D'abord, merci à tous mes deux, à ma consoeur et cousine, et à mon confrère et cher ami de me faire le plaisir et l'honneur de m'interroger sur ma modeste personne. C'est un exercice que je n'aime pas trop parce que chez nous on dit que ça boudou faute bopam, mais afin que nul n'en ignore, il est parfois bien de se laisser aller à ce que j'appellerais des confidences sur ce qu'on est et peut-être sur ce qu'on fait. D'abord, si vous voyez que je m'intéresse à l'éducation, c'est que l'éducation est à la base de tout. J'ai eu une chance extraordinaire quand j'ai eu mon bac. Je ne viendrai pas sur les péripéties d'avant-bac parce que les gens savent que jusqu'à 9 ans, jusqu'à 8 ans, j'étais derrière maman pour l'accompagner au marché, mais j'ai eu la chance d'avoir eu une bourse de l'USAID. Heureusement d'ailleurs que Trump n'était pas là parce qu'il a tout supprimé. Donc tout ça pour vous dire que j'ai eu une chance extraordinaire quand j'ai eu le bac. J'ai pu postuler pour aller
dans l'une des meilleures écoles d'architecture du monde entier, qui est le Rensselaer Polytechnic. Je crois que c'est de là où vient ma chance première. Donc, j'ai eu mon diplôme d'architecte en 1973 et je n'ai pas hésité une minute. Tout de suite après avoir fait mon stage à l'Office of Downtown Brooklyn à New York, j'ai pris l'avion. Entrer dans les confidences, je suis très content que vous nous mettez à l'aise pour pouvoir aller sur ça. Moi, je dirais aujourd'hui, bon, Goudiaby est là en face de nous, mais avant de reprendre encore la parole pour m'étayer plus sur ce que j'ai envie de dire, je laissais quand même Aïda, notre cher confrère, nous parler un peu Goudiaby et puis l'introduire. Moi, je vais dire deux choses. C'est vrai que quand je me suis rapprochée de mon cousin, ça fait pas très longtemps, mais c'est vrai qu'il est passé vite. Dañu naan boo ne nit ki baax na mbokkam bu la ne baax na moo koy dëggal. Et ça, je le dis, ça c'est une chose, ça veut dire quand ici au Sénégal, quand on dit de quelqu'un qu'il est bien, c'est un homme bien, on écoute d'abord sa famille et moi, c'est véridique, je le confirme. C'est une belle personne. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, il l'a dit, il l'a brossé rapidement. Dafa fonk waajur. C'est quelqu'un qui a été proche de ses parents, de sa famille, jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on le retrouve d'ailleurs dans le nom donné à sa maison, c'est le nom de sa maman. Et je suis sa cousine et je suis très contente de dire ça. Et sa maman, je veux le dire, je l'ai connue, c'était une personne d'une, on ne peut pas dire d'une classe, d'une élégance, d'une beauté, il faut le dire. Parce qu'on dit toujours, les gens ici, filles, au Sénégal, quand ils te voient, ils savent, on te dit, oui, on vient de la Guinée-Bissau, mais ils ne savent pas. Mais nous, on sait aujourd'hui nos origines. C'est pas, quand on me dit, je vais vous donner un exemple, quand je dis ma mère est de la Guinée-Bissau, ma mère c'est sa cousine, on dit, ah waouh, c'est Ndiago la. Duñu ay Ndiago, ay Pepel lañu. Et Pepel, leurs origines, c'est Peul. Et ça, je le sais, je le dis. Donc, parler de Pierre, je vais le laisser plus parler, mais il fallait que mu wax loolu. Beneen bi, l'autre chose, c'est j'ai rencontré Pierre parmi ses pairs africains. Si aujourd'hui, peut-être, il y a quelques-uns qui ne le connaissent pas, parmi nos confrères, les Africains l'apprécient. Et pourquoi? Parce qu'il a été le premier avec un autre, je crois que c'est Henri Santogo. Henri Santogo. Paix à son âme, il nous a quittés il y a un an. Il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est pour dire ce qu'il représente en Afrique. Après, je le laisserai dire ce qu'il représente ailleurs parce qu'il le ferait mieux que moi. Ouais, mais moi, pour entrer dans le vif du sujet, bon, je provoque un peu. J'ai vu que j'ai posé directement une question à Goudiaby. Pensez-vous que l'architecture a de l'avenir dans notre continent, en Afrique? Compte tenu de tous ces brouhahas qui existent, le fourre-tout, qu'est-ce que vous pensez? Mais non seulement l'architecture a son avenir, mais l'avenir de l'Afrique, c'est l'architecture, mais au sens large du terme. D'abord, il faut que nous comprenions que nous ne pouvons pas laisser nos populations dans la situation dans laquelle elles se trouvent. Nous, on a la chance d'avoir un environnement décent, j'allais dire, et nous avons le devoir moral de faire de sorte que nos populations aient un environnement décent. Il ne s'agit pas uniquement de construire, il faut construire pour l'épanouissement de nos populations. Il faut construire pour que nos enfants puissent être dans des conditions, je ne dirais pas décentes,
mais qu'on aille au-delà de ce qui est naissant. Qu'on tende vers ce qui est, j'allais dire, très bien, si on ne peut pas, au moins quelque chose de décent encore une fois. Parce que quand vous voyez nos bidonvilles, vous vous rendez compte qu'il y a du travail. Donc pour répondre à votre question, il y a beaucoup de travail pour l'architecte. Seulement voilà, il faut peut-être que nous puissions faire de sorte qu'il y ait encore beaucoup plus d'architectes. Mais ce que je dis également en disant ça, c'est qu'il n'est pas question de laisser les architectes dessiner uniquement. Notre mission va au-delà du dessin. Notre mission va au-delà de ce qui est physique. C'est au-delà de ça. Donc oui, il y a non seulement du travail, mais il y a beaucoup de travail pour nous. Et quand je vous dis qu'il faut que nous sortions de nos studios pour embrasser tout ce qui a trait au développement. Et comme je le dis très souvent, peut-être trop souvent d'ailleurs, je me définis comme un architecte du développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes architecte, on vous a appris à prendre des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour en faire quelque chose d'harmonieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons également regarder le développement de nos pays et voir quelle est la partition que nous devons jouer pour le développement du pays. À quoi sert l'architecte s'il n'a pas les moyens ou si ses clients n'ont pas les moyens de le faire travailler? Ça ne sert à rien. Donc, comment faire de sorte qu'on puisse travailler, qu'on puisse produire de la richesse? Il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire. Il faut que nous produisions de la richesse. Et quand je parle des villes nouvelles, on viendra là-dessus, on en viendra peut-être tout à l'heure. Je vous dis, nous pouvons aujourd'hui, et je le répète, créer des villes nouvelles qui ne coûtent rien à l'État, tout au contraire. Des villes qui peuvent donner de l'argent, pour être vulgaire, à l'État. Et c'est toute cette combinaison-là, c'est toute cette structuration-là qu'il faut que nous apprenions et que nous apprenions à nos jeunes élèves.